Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Cavazza, qui est directeur général de Colt France. Christophe Cavazza, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, c'est la tradition dans cette émission. On commence par une actualité, un événement, une tendance qui vous a marqué et que vous voudriez mettre en avant dans le cadre de cet entretien. Donc, qu'est-ce qui a marqué votre esprit ces derniers temps? Qu'est-ce que j'ai retenu récemment? Ce week-end, l'ARCEP a donné le feu vert pour le test grandeur nature de la 5G. Et je trouve ça très intéressant parce que d'une part, en tant qu'utilisateur, ça m'intéresse beaucoup d'avoir les débits promis par la 5G, avoir les films en HD en quelques secondes. Ah, je croyais que c'était pour conduire votre véhicule connecté. Déjà, en fait, c'est ce qui est le plus souvent illustré, c'est la capacité à télécharger très rapidement des films. Mais c'est vrai que derrière, finalement, un usage qui paraît entre télécharger un film en 3 minutes ou en 3 secondes, bon, c'est pas forcément qui va changer notre vie. Par contre, derrière les usages de la 5G et les multiples en débit, on a justement tout ce qui est du domaine des voitures connectées, des mobiliers urbains connectés, tout ce qui tourne autour de la santé. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant puisque, au-delà de l'usage, c'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir en effet avoir, soit avec leur bracelet qui surveille leur santé, ou leur montre connectée, ou leur téléphone, accéder à beaucoup plus de services. Néanmoins, ça pose quand même des défis d'infrastructure. Et curieusement, Colt n'est pas un opérateur mobile, Colt n'est pas non plus dans le service, mais les challenges de la 5G vont certainement se retrouver en fait au niveau de ce qui se passe sous le sol et la manière dont on va connecter. Et là, lorsqu'on parle d'antenne, on va dire 5G, c'est la première chose auquel on pense. Mais pour assurer ces débits, il faut imaginer qu'aujourd'hui, les mobiliers urbains vont se connecter, les lampadaires vont être connectés. Et pour raccorder l'ensemble de ces, on va dire, points d'extrémité, où on passe en air, enfin on est dans l'air, il n'y a plus de câbles, on va devoir en fait raccorder toutes ces points de relais avec de la fibre et très haut débit. Voilà, donc c'est en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la 5G ne va pas apparaître comme ça ex nihilo, elle va être complémentaire d'une infrastructure existante. Et c'est un peu là où vous aurez peut-être un rôle à jouer. Exactement, et c'est là où c'est intéressant, et je vais vous illustrer avec un exemple. En 2016, en fait, on a, pour JCDecaux, permis à tous les visiteurs des Champs-Élysées d'avoir en fait le Wi-Fi gratuit. Alors, quand on dit Wi-Fi gratuit, on se dit bon bah super, le Wi-Fi est gratuit sur l'avenue des Champs-Élysées, je vais aller sur une page, ça a 3 minutes pour charger une page, normal c'est gratuit. Donc la promesse de JCDecaux elle est un peu plus loin que ça, et c'était vraiment d'avoir du Wi-Fi gratuit, mais haut débit, pour pouvoir regarder la Coupe de l'UEFA sur son téléphone, avoir de la vidéo en haute qualité. Et pour ce faire, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'en fait toutes les colonnes Meurice des Champs-Élysées ont été raccordées par Colt, par de la fibre 10 gigas, de telle manière à ce qu'on puisse avoir 10 000 connexions simultanées en haut débit. Donc en fait, pour assurer finalement du haut débit en air, entre guillemets, il a fallu utiliser de la fibre, et chaque mobilier en fait a été connecté avec de la fibre. Et aujourd'hui, cet exemple-là, que ça soit une Meurice qui connecte ou qui discute avec des portables en Wi-Fi, ou que ça soit une antenne finalement cellulaire qui va qui va permettre la connexion 5G, on est toujours sur la même problématique. Plus on augmente les débits en air, entre guillemets, plus il faut augmenter ce qui se passe sous le sol. Et dans l'exemple des Champs-Élysées, il fallait raccorder évidemment, puisque le débit Internet ensuite est ramené à 2 data centres sur lesquels il y a des très gros points d'accès Internet. Mais la problématique est la même lorsque on se dit finalement on veut que les voitures soient connectées, je souhaite que dès que mon sensor, mon bracelet de santé détecte que éventuellement je pourrais avoir un incident cardiaque, je souhaite très rapidement être au courant. On ne peut pas se contenter, si tout le monde est au même endroit à la Défense, de 3 grosses antennes cellulaires. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir multiplier les points d'accès, diversifier le débit, et là, la fibre optique, tout ce qui se passe sous le sol va devenir très important. Et ce que j'ajouterais, c'est que jusqu'à la 4G, et encore aujourd'hui, tous les opérateurs télécoms ont beaucoup investi sur l'équipement d'extrémité, l'antenne et les réseaux cellulaires. Mais moins sur l'infrastructure. Et moins sur l'infrastructure. Ce sont des investissements qui sont très chers, donc Exactement. C'est là où il y a la limitation peut-être. Et d'autre point, il se trouve que, alors c'est peut-être aussi lié à l'histoire de Colt, historiquement on a été créé pour le monde de la finance, donc comme vous me l'avez rappelé tout à l'heure, Colt c'est City of London Telecom, ce qui veut dire que notre réseau il a suivi en fait l'évolution du monde de la finance, ou plutôt des besoins du monde de la finance et de la finance des marchés en particulier, ce qui fait que notre réseau a une topologie, une empreinte qui est axée autour des grandes villes.
Alors ça tombe bien, parce que quand on parle de la 5G, il se trouve que les plus gros usages ou le nombre de connexions simultanées, c'est pas forcément à Épinal ou dans une ville où finalement on commence à s'éloigner des grands centres urbains, mais c'est bien dans les grands centres urbains, et c'est là où on a déployé la majeure partie de notre réseau, que ce soit en Europe, en Asie, et maintenant aux États-Unis. Ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser un problème qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire qu'en gros les grandes métropoles bénéficient de toutes les avancées technologiques et en particulier numériques, et puis après il y a tout un tas de zones dont on ne s'intéresse pas beaucoup. Alors finalement on a fait une transition assez souple vers l'activité de Colt, qui, comme vous l'avez rappelé, on ne va pas refaire l'histoire de Colt, hein. Ça a été créé il y a un quart de siècle à peu près, donc à Londres. Effectivement, j'ai appris que Colt voulait dire City of London Telecommunications. Donc au départ, vous aviez une licence pour être un concurrent de BT ou Sky Network, je crois, et puis votre business a un peu évolué. Très bien et donc aujourd'hui, vous avez une infrastructure assez importante, hein, 200 000 km de fibre optique, l'interconnexion de 850 data centers, vous avez vos propres data centers en propre, une trentaine, et puis votre activité, j'irais, c'est la fourniture de services réseau et de services voix. C'est principalement ça, B2B. Alors, vous avez indiqué que vous aviez commencé votre activité dans la finance, mais vous avez évidemment débordé cette activité-là sur d'autres secteurs. Donc, est-ce que vous pouvez positionner un petit peu plus précisément l'activité de Colt aujourd'hui? Tout à fait. Alors, la première chose, c'est que Colt, en fait, on a lancé une grande vague d'investissement il y a 2 ans et demi. On a eu un nouveau président, Carl Grievener, américain. Donc, avec souvent une arrivée culturelle américaine, on a les investissements qui viennent. Donc, il y a 2 choses qui ont changé. La première chose, c'est qu'il a souhaité savoir, c'était en 2015, été 2015, où on en était du SDN, du Software Defined Network. Et tous les opérateurs à cette époque-là avaient tous un groupe on va dire de Research and Development qui développait en fait l'état de l'art du SDN. Donc quand on lui a présenté ce qu'on a fait, il a dit ça c'est très bien, mais ça c'est dans le laboratoire. Moi je le veux live dans 6 mois, à l'américaine. Donc ce qui fait que ça a déclenché une grosse vague d'investissement pour complètement déployer SDN, mais pour que ça soit en production chez Colt. Alors c'était il y a 2 ans et demi. Donc disons qu'aujourd'hui, depuis 6-8 mois, on voit le résultat de cette décision qui a eu un impact important, c'est que si je prends la tendance du marché et les besoins du marché aujourd'hui, c'est que le système d'information, il se fragmente. C'est-à-dire qu'au départ, on part d'un data center, puis 2 parce qu'il faut que ça soit résilient, puis son CRM, Salesforce, finalement va être hébergé ailleurs, donc on se connecte à une application. Puis finalement, cette cloudification par application, c'est complètement, on va dire, démocratisé, au point qu'aujourd'hui, on parle en effet, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, d'un écosystème d'applications. Ça a 2 conséquences, c'est que le SI se fragmente, puisqu'en fait on a des îlots de ressources, ou des îlots où il y a la base de données. Avec des besoins différents. Avec des besoins différents, des dépendances et des adhérences. C'est-à-dire que si je suis sur mon CRM ou mon SAP, j'attends en fait, pour pouvoir exécuter un process, une information qui provient d'un autre data center. Donc en fait, on a des adhérences. Et finalement, pour réconcilier, on va dire, l'intégrité du système d'information, l'interconnectivité entre ces îlots de ressources devient critique. Et je dirais même business critical, puisque là on est dans des applications au départ, on va dire il y a 2-3 ans, on envoyait les petits environnements de test and dev, test et développement chez Amazon sur 3-4 VM. Aujourd'hui c'est tout le SI, les applications, si on dit qu'il y a des applications critiques, un peu moins critiques et très peu critiques, on a commencé il y a 3-4 ans à envoyer ces applications peu critiques. Aujourd'hui, le SI, il n'y a pas de... Enfin, c'est démocratisé. On a vraiment Azure, Office, Amazon, enfin les applications ou les environnements qui sont dédiés chez Amazon, ce sont des environnements de production maintenant. Ce qui fait que, encore une fois, l'interconnexion entre ces différents data centers devient critique. La vulnérabilité du SI, s'il y a un des points d'interconnexion tombe... donc ça, c'est le maillon faible de la chaîne. Exactement. Et du coup, si vous revenez à l'historique de Colt, on a été créé à la base pour les infrastructures critiques, pour la finance. Oui. Donc c'est vrai que la stratégie, et c'est finalement cette tendance de marché de fragmentation du SI qui a quelque part guidé la mission de Colt, c'est interconnecter tous ces îlots, la stratégie avec les data centers. Donc on se doit de connecter les 800 et tous les data centers clés. Et la deuxième chose, c'est qu'on garde cette qualité opérationnelle qu'on a dans notre ADN depuis 25 ans, qui est qu'une fois qu'on interconnecte, on est en propre avec notre fibre et avec tout le savoir-faire qu'on a sur les applications critiques. Et donc là, du coup, on se retrouve avec une solution qui est adaptée aux besoins d'aujourd'hui, c'est que j'ai un SI fragmenté, il est donc vulnérabilisé,
il ne peut pas se permettre non plus, en termes de latence, d'avoir le moindre retard, puisque encore une fois, un hack d'une application devient important, la latence devient importante. Mais alors justement, dans cette interconnexion des différents acteurs, vous avez signé un partenariat avec Equinix il n'y a pas très longtemps, et puis vous en avez un aussi avec AWS, avec Azure, et puis avec Google. Donc déjà avec ça, ça couvre pas mal, une bonne partie du marché, mais est-ce que, j'irais, c'est une évolution et vous allez continuer dans ce sens pour avoir un peu l'équivalent d'un système téléphonique où en gros la terre entière va être maillée avec tous les data centers, tous les fournisseurs de services cloud. Est-ce que dans cette évolution, vous en êtes déjà bien avancé ou est-ce que vous avez encore beaucoup de travail à faire? Oui, alors comme vous l'avez indiqué, en fait, on est plutôt en avance par rapport à la connexion vers des applications qui sont très utilisées. Donc vous avez évoqué en effet Azure, Office 365 et toute la panoplie Microsoft, Google, Amazon, on va bientôt être accordé à IBM, mais également dans la stratégie de connexion, lorsqu'on se connecte à Equinix et le partenariat que vous avez cité, l'idée c'est que finalement Equinix, eux-mêmes c'est un écosystème de fournisseurs d'applications qu'ils hébergent, ils interconnectent leurs data centers, et finalement lorsqu'on développe un partenariat avec Equinix, notre intérêt pour nous, c'est d'étendre l'écosystème des applications disponibles pour le système d'information. Donc quand un client a un système d'information, finalement on va se dire mais il va se connecter à 1, 5, 10, 100 applications différentes. On commence bien sûr par les plus importantes, les 10-20 plus importantes, mais on a vraiment une volonté de dire le SI dialogue avec un écosystème d'applications et on a vraiment la volonté de connecter l'ensemble de l'écosystème. Donc pour répondre à votre question, oui, l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin, que ce soit avec Equinix ou d'autres si c'est opportun, pour vraiment qu'on puisse suivre cette tendance, le SI se fragmente et le SI dialogue avec un écosystème d'information, cette approche écosystème. Alors vous avez mentionné tout à l'heure le SDN, donc c'est important de l'évolution des réseaux, mais c'est le SDX parce que c'est le software defined appliqué à l'ensemble du SI. Comment vous voyez, parfois on présente ce SDN comme la première marche vers ce que maintenant on appelle le intent-based network, donc le réseau basé sur les intentions, enfin ce qu'on veut faire avec. Est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est un peu plus que ça? Non, alors il y a plusieurs choses. Sur le SDN, en effet, c'est quelque part un profil applicatif qui va permettre de définir des opérations logiques qui font que le réseau va se configurer très facilement avec des opérations logiques plutôt que physiques. Donc du coup, on gagne en temps, on peut automatiser, on peut industrialiser, souplesse, etc. Du coup, connecter un lien en quelques minutes, c'est possible grâce au SDN. Mais finalement, SDN, encore une fois, c'est softwareiser quelque chose qui aujourd'hui est en hardware, entre guillemets. Après, sur le reste, vous avez en fait un des grands axes pour nous qui est le SD-WAN et qui est en fait notre capacité à gérer des réseaux hybrides qui permettent par exemple d'intégrer ce qu'on observe aujourd'hui beaucoup, c'est et toujours sur ces applications qui sont réparties par tiers, on a les applications les plus critiques jusqu'aux applications les moins critiques, on a également les sites les plus critiques jusqu'aux sites les moins critiques. Et en fait, ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup chez nos clients, c'est cette capacité à intégrer par exemple des liens d'internet publics, pas cher, des box tout simplement, pour des sites moins critiques. Et cette capacité derrière en fait le SDN, d'étendre en fait en anglais le reach, donc en fait notre capacité à atteindre l'ensemble des sites d'une entreprise avec une polyvalence en termes de topologie de réseau qui vont mélanger des accès fibres redondés, des accès fibres simples backupés avec une box internet publique, une Freebox ou peu importe, un site distant sur lequel on va peut-être pas avoir de fibre mais avoir un accès principal avec un accès internet et un backup en 4G. Mais en fait c'est toute cette hétérogénéité qu'il faut quelque part simplifier pour le client et répondre uniquement à j'ai un usage assez simple, c'est que j'ai un tiering d'application généralement et j'ai un tiering de site qui est généralement lié au nombre d'utilisateurs. Et donc en fait on doit répondre avec le SDN à l'ensemble de ces usages et on doit avoir quelque part cette capacité à offrir ça. Après, sur le pilotage du réseau en lui-même, le SDN amène une deuxième chose, c'est le on-demand. Donc là, on est sur, comme vous l'avez évoqué, finalement, c'est l'utilisateur qui va déclencher et faire évoluer son réseau en temps réel. On donne le contrôle à l'utilisateur. Donc là, de la même façon, on a pris un petit peu d'avance, puisqu'en 2 ans et demi, on a eu le temps de virtualiser tous les équipements, de pouvoir créer des liens, de pouvoir augmenter les capacités ou les descendre en quelques minutes.
Et ce qu'on observe chez nos clients aujourd'hui, c'est que on a fait face finalement, voici une boîte à outils. Vous pouvez maintenant, on a 25 000 sites connectés, il y en a 18 000 qui sont disponibles en demand. Donc on a la possibilité de brancher un lien ou créer un lien en moins d'une minute. On peut le détruire de la même façon en quelques minutes, on peut augmenter sa capacité en quelques minutes. Néanmoins, on voit que l'usage, et je prends l'exemple des banques, n'ont pas la gouvernance nécessaire pour arriver à utiliser dès maintenant cette souplesse et cette agilité qu'on leur met entre les mains. Donc c'est vraiment le réseau qui s'adapte aux besoins à la volée, enfin de manière quasiment en temps réel. Votre question était sur vraiment est-ce que le réseau va s'auto-adapter aux besoins, etc. Aujourd'hui, nous, on en est à... On donne la main à l'utilisateur. On n'en est pas encore, et au Gartner à Barcelone, fin de l'année dernière, on commence à voir toute l'intelligence artificielle, on en parle, mais dans les usages, il faut vous dire qu'on n'a pas encore l'usage qui correspond, je vous donne le contrôle. Donc je pense que c'est encore l'étape d'après où, une fois que j'ai joué un petit peu, que le client contrôle, bah maintenant on va laisser faire un automate. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que voilà, on attend en fait les usages sur, je vais vous donner un exemple, on a un scheduler sur le on-demand, une espèce, je trouve pas le mot en français. Ordonnateur. Oui, un ordonnateur qui permet de dire tous les samedis, de 1h du matin à 5h du matin, j'ai des transferts de données très importants, donc mes liens entre 17 ou ces data centres-là vont augmenter de 100 mégas à 10 gigas. Et puis après, ils redescendent. Donc en fait, on le programme et là, vraiment, on commence à avoir de l'automatisation, mais on est encore à l'utilisateur qui fait ça. Enfin, on voit un peu où on va aller, quoi. On y arrive, on y arrive. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est vous avez annoncé récemment un service à très faible latence. Oui. Donc, la très faible latence, on en parle. Hein, d'ailleurs, tout ce qui est trading haute fréquence est très, très friand de ça. Juste une question simple, c'est est-ce que c'est un marché de niche pour quelques applications particulières ou est-ce que ça va avoir tendance à se développer un peu plus ? Alors c'est les deux à la fois. Parce que la première chose, c'est qu'à l'origine, le trading haute fréquence, on en parle maintenant depuis, il y a 10 ans, hein, de la milliseconde à la microseconde, à la nanoseconde, ce que vous voulez, dans le marché de la finance, avec finalement un nombre d'acteurs très restreint, donc c'est en ça qu'on pourrait dire c'est niche, des arbitragistes ou des algo-traders entre guillemets. En revanche, il s'avérait que les volumes traités par ce groupe d'élite, l'image de la Formule 1 est la bonne, parce qu'en fait c'est une élite restreinte, vu les moyens engagés pour pouvoir assurer du trading haute fréquence dans la cour des grands, entre guillemets, à un niveau international. Néanmoins, ces acteurs prenaient 50, 60, 70% du volume de la bourse. Donc là, c'est plus du tout niche. Mais finalement... si on se remet encore un pas en arrière, on dit mais finalement ça ne concerne que la finance, donc on peut dire que c'est qu'un secteur, c'est un peu niche. Oui. Eh bien non, en fait, quand je vous ai évoqué en fait la 5G, lorsqu'on parle des voitures connectées, on parle en fait de faible latence. C'est-à-dire que quand une voiture doit anticiper ou freiner, on est dans la microseconde, on doit aller plus vite que l'humain. De la même façon, sur les sujets médicaux, on est aussi dans la faible latence. Donc en fait, finalement, c'est dans cette complémentarité qu'on évoquait tout à l'heure entre la 5G et puis les infrastructures. C'est là où il faut que tout le monde soit, enfin tous les maillons soient au même niveau si on veut que l'application puisse fonctionner. Oui, exactement. J'ai cité la 5G, mais c'est aussi très vrai lorsque, je l'avais évoqué tout à l'heure sur la fragmentation du SI, on peut imaginer en effet que les applications vont demander de plus en plus de réactivité sur finalement les différentes ressources auxquelles ils doivent faire appel pour être opérés normalement en mode nominal. Et donc la latence devient très importante. J'étais hier encore chez un client où il y avait le DSI Europe et le DSI France et on était dans le monde de l'assistance. Donc il évoquait en fait quand quelqu'un a un infarctus ou un incident, etc., on doit tout de suite réagir, on a des applications qui tout de suite doivent décider avec en fait de l'intelligence artificielle s'il faut envoyer un hélicoptère, s'il faut envoyer quelqu'un sur place. Enfin, ils analysent finalement tous les chemins, les états des trafics pour savoir comment, parce qu'on a vraiment quelqu'un en situation d'urgence à des milliers de kilomètres ou des dizaines de milliers de kilomètres. Et là, ils nous évoquaient, vous comprenez que, on n'est pas dans un email qui n'arrive pas au bout de 20 minutes. Là, c'est même pas de l'argent, puisqu'ils ont évoqué la finance. Il dit là, on parle de l'humain, de la vie. Il a évoqué également les personnes isolées qui ont des matériaux connectés. Et quand on est en infarctus et qu'on tombe, si on a donc là, on a encore cette notion d'urgence, cette notion de latence. Le SI ne peut pas tomber. Si le SI a des dépendances en faible latence, ça doit être là. Et surtout, cette résilience. Enfin, 1 heure,
c'est la différence entre la vie et la mort, hein, c'est ce qui nous a été dit hier. On va rester sur cette note peut-être pas très positive, mais ce qui est important, c'est que les solutions existent et que finalement, cette criticité du SI, c'est aussi un petit peu la tendance, c'est que le SI devient critique, business critical finalement, c'est ça qui est important. Très bien, bah écoutez, on va en rester là. En tout cas, on a fait un tour assez complet. Christophe Cavazza, merci beaucoup. Merci beaucoup.